bonsoir à tous et puis merci pour votre inscription. J'ai hésité avant de me lancer parce que mon intervention change un peu des sujets classiques que l'on voit sur Mes-Redis de santé. Voilà, donc je vais vous parler moi de l'observance médicamenteuse, ses enjeux, ses déterminants, et on va voir comment les bouleversements actuels de la relation médecin-patient constituent une chance pour l'observance. Donc, je me présente quand même, je suis Karim Belkacem, je suis pharmacien gérant à la clinique de Tournant, à Tournant-en-Brie, en Seine-et-Marne. Et en parallèle, je fais des études de droit et je suis doctorant actuellement en droit médical à l'université Paris 8. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à la fois à la pharmacie et au droit. Donc, un mot quand même sur la clinique de Tournant. Donc, c'est une clinique MCO qui est située à l'est de Paris, en Seine-et-Marne. C'est une clinique à taille humaine, mais qui a une activité très variée avec l'ensemble des activités de MCO. Je vous ai mis quelques chiffres d'activité. Voilà. Donc, le plan de mon intervention, c'est un petit clin d'œil parce que ceux qui ont fait des études de droit le savent. En droit, on est toujours obligé de faire des plans en 2 parties et 2 sous-parties. C'est une obligation en droit. Donc, j'ai fait la même chose. Bon, c'est une contrainte, mais qui est très formatrice. Donc, une introduction. En première partie, on verra l'observance aux remèdes et les remèdes à la non-observance, avec d'abord voir ce que c'est l'observance médicamenteuse exactement, et quelles sont les stratégies pour réduire la non-observance médicamenteuse. Et ensuite, on abordera la problématique de la relation médecin-patient, et on verra que la non-observance médicamenteuse, c'est l'échec du patient objet de soin, et qu'au contraire, l'observance médicamenteuse, c'est la réussite du patient sujet de droit. Et ensuite, on conclura l'intervention. Donc, en introduction, les progrès de la médecine provoquent un bouleversement du profil des pathologies rencontrées. Maintenant, de nombreuses maladies aiguës sont traitées avec succès. Et par contre, on a une explosion des maladies chroniques. Et c'est maintenant la première cause de mortalité dans le monde. 63% des décès et 15 millions de personnes en France sont actuellement atteintes de maladies chroniques, ce qui représente à peu près 20% de la population. Donc, toutes les maladies, par exemple, il y a beaucoup de maladies qui évoluent en maladies chroniques avec les progrès de la médecine et de la thérapeutique. Je pense par exemple au traitement pour le VIH ou certains cancers qui au début étaient des maladies aiguës rapidement mortelles et qui maintenant, avec les progrès des traitements médicamenteux, sont devenus des maladies chroniques qu'on arrive à maîtriser, mais qu'on n'arrive pas à guérir totalement. Donc, les conséquences, évidemment, les maladies aiguës, vous avez une guérison et un retour à l'état antérieur rapidement. Par contre, les maladies chroniques, par définition, il n'y a pas de guérison. Le patient doit apprendre à vivre avec sa maladie. Il doit changer certains comportements et en acquérir de nouveaux. Il a un traitement médicamenteux au long cours et même pendant les périodes asymptomatiques. Donc maintenant, on va aborder vraiment l'observance médicamenteuse. Donc la définition de l'observance médicamenteuse, c'est le degré d'adéquation entre une prescription médicale et le traitement médicamenteux, une prescription médicale de traitement médicamenteux et sa réalisation effective par le patient. Donc c'est tout simple en fait, c'est est-ce que le patient prend vraiment le traitement tel qu'il est prescrit par le médecin. Donc en définition, en synonyme, on parle aussi de compliance. C'est plus issu du terme anglo-saxon, mais vous verrez aussi écrit compliance, l'adhérence, l'adhésion au traitement. Il y a aussi la persistance, mais ça c'est plus avec une notion de durée. Et ce qui est important, c'est que l'observance médicamenteuse, c'est un comportement. Donc c'est ce qui fait toute sa difficulté et son intérêt aussi, c'est que c'est pas quelque chose de simple et c'est multifactoriel, quoi. Donc, les méthodes d'évaluation de l'observance médicamenteuse, vous avez des méthodes directes. Donc, par exemple, la vérification de chaque prise devant un tiers. Donc, par exemple, c'est ce qui est très pratiqué en psychiatrie, dans les hôpitaux psychiatriques où l'infirmier ou l'infirmière psychiatrique vérifie que le patient prend bien ses traitements, mais vous avez toujours un risque de dissimulation ou de rejet volontaire. Vous avez des piluliers électroniques qui contrôlent et qui mesurent les prises de médicaments. Mais bon, c'est onéreux et c'est pas parce que le médicament est sorti du pilulier qu'il est effectivement pris par le patient.
Et enfin, vous avez les concentrations plasmatiques ou urinaires de médicaments ou de ces métabolites. Et donc là, c'est beaucoup plus onéreux. C'est évidemment la méthode la plus fiable, mais elle est réservée à la recherche parce qu'elle n'est pas réalisable dans la pratique quotidienne. Ensuite, vous avez les méthodes les plus fréquentes qui sont les méthodes indirectes. Donc l'interrogatoire du patient, est-ce que vous avez bien pris vos comprimés? Le décompte des unités thérapeutiques, donc on compte, ça c'est plutôt le pharmacien qui fait ça, c'est ce qu'on fait aussi dans les essais cliniques, on compte les comprimés pour voir si le patient a bien pris tous ses traitements. Et enfin, ce qui est fait au quotidien par le médecin, c'est aussi la réponse clinique au traitement. Mais ce n'est pas fiable non plus parce que la maladie, enfin, il peut y avoir une aggravation, il peut y avoir un échappement thérapeutique. Ce n'est pas pour ça que le patient n'a pas pris ses médicaments. Donc, les enjeux de l'observance médicamenteuse, donc c'est véritablement un problème de santé publique, puisqu'en moyenne, toutes les études sont concordantes pour dire qu'à peu près 50% des médicaments prescrits dans les pays développés ne sont pas pris par les patients. Donc, c'est quand même énorme. Et, et dans les pays en voie de développement ou dans les pays sous-développés, le pourcentage est bien plus important. Donc évidemment, ça a un coût. En France, le coût de la non-observance, il est estimé à 2 milliards par an. Il y a 1 million de journées d'hospitalisation induites et 8 000 décès qui sont estimés liés à la non-observance médicamenteuse directement. À tel point que l'OMS a déclaré que l'efficacité des interventions favorisant l'observance peut avoir un impact bien plus important que n'importe quelle découverte médicale. Donc, en fait, l'observance médicamenteuse, c'est vraiment quelque chose de très simple à comprendre. C'est est-ce que le patient prend ses traitements ou pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé ou totalement méconnu ou pas pris en compte. Et donc, c'est vraiment un problème de santé publique qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors maintenant, quelques chiffres. Bon, tous les chiffres que je vous donne, ils sont issus de publications. Je les tiens à votre disposition si vous le souhaitez. J'ai pas fait de bibliographie ou j'ai pas mis de référence pour pas alourdir la présentation. Donc l'hypertension artérielle, c'est la première maladie chronique dans le monde. Un tiers des patients seulement arrivent à normaliser leur pression artérielle. Et la non-observance, elle est de 49% de mémoire, parce que je ne vois pas toute la vidéo. Enfin, je ne vois pas toute ma diapositive. Le diabète, donc c'est le véritable fléau du 21e siècle. 50% de diabétiques ne respectent pas leur traitement médicamenteux et 70% ne respectent pas les recommandations hygiéno-diététiques. L'infection par le VIH, 38 millions de cas dans le monde. Il y a eu une étude du CDC d'Atlanta qui a montré que 70% des Américains infectés ne prennent pas ou irrégulièrement leur traitement antirétroviral. Donc, ça vous permet un peu de mesurer l'étendue du fléau de la non-observance médicamenteuse. La schizophrénie, ça représente 1% de la population mondiale qui est atteinte. L'observance neuroleptique, elle est de 50% à 1 an et de 75% à 2 ans, de mémoire, parce que je ne vois pas. Alors, 40% du coût hospitalier direct, c'est des rechutes par le problème de non-observance. Donc, ça, c'est connu en psychiatrie. Si le patient prend correctement son neuroleptique, il n'y a aucune raison qu'il soit réhospitalisé. Toutes les réhospitalisations sont liées à un problème de non-observance. L'asthme, c'est la maladie chronique la plus courante chez l'enfant et l'observance, elle est de 50% chez l'enfant asthmatique. La tuberculose, d'après les chiffres de l'OMS en 2019, il y a eu 10 millions de cas, 1,4 million de morts. L'observance est de 53%. Enfin, tous ces chiffres pour vous montrer un peu l'étendue du problème. La transplantation d'organes. Donc, comme vous le savez, il y a une prise à vie d'un médicament immunosuppresseur pour éviter les rejets du greffon. Et la non-observance chez les patients greffés rénaux, elle est de 55%, ce qui est quand même énorme à chaque fois. La contraception orale, donc ça c'est bien connu. Il y a une enquête en France, 60% des femmes déclarent avoir oublié leur pilule au moins une fois dans les 6 mois précédents et 41% plusieurs fois. Le psoriasis, 2% de la population française atteinte, 45% des patients sont totalement non observants vis-à-vis de leur traitement antipsoriasique topique, c'est-à-dire par voie locale. L'observance médicamenteuse, c'est un problème qui est connu et qui est aussi ancien que la médecine. Hippocrate déjà disait « Les médecins devraient savoir que les patients mentent fréquemment lorsqu'ils disent avoir pris les médicaments prescrits ».
Alors, quels sont les déterminants de l'observance médicamenteuse? Parce que toutes les études, évidemment, ne se sont pas contentées de faire une évaluation et un constat. Elles ont recherché quels étaient les déterminants de cette non-observance ou de l'observance. Donc, il y a des déterminants qui sont liés aux patients, qui sont plus ou moins intentionnels et plus ou moins conscients. Donc déjà, il y a la peur des effets secondaires ou d'une dépendance, diminution de la peur si le patient voit qu'il y a une diminution d'efficacité, il aura tendance à arrêter son traitement. L'isolement social, les problèmes financiers sont des facteurs qui favorisent la non-observance, les déficits mnésiques, les troubles de mémoire, les troubles psychologiques tels que la dépression, l'anxiété, et évidemment aussi les déficits fonctionnels comme les problèmes de vision ou de dextérité manuelle. Il y avait un médicament anti-arthrosique qui était commercialisé, qui était présenté en gros flacon, un espèce de gros pilulier avec un gros bouchon, et on s'est aperçu que tous les patients étaient non observants. En fait, c'est parce qu'avec leur arthrose, ils n'arrivaient même pas à déboucher le flacon. Donc, vous voyez, des fois, c'est des trucs bêtes auxquels on ne pense pas et qui ont des conséquences fâcheuses. Par contre, les études n'ont jamais montré que l'âge, le sexe, le statut marital, le niveau de formation ou la classe sociale étaient un déterminant de l'observance médicamenteuse. Donc, ce n'est pas uniquement des gens peu formés ou avec une classe sociale faible qui sont non observants. On le rencontre dans toutes les classes sociales et dans tous les niveaux. Les déterminants liés à la maladie, donc si la maladie est symptomatique ou si elle est asymptomatique ou post-symptomatique, évidemment, il y aura une conséquence. Par exemple, quand vous dites à un patient qui a une hypertension artérielle chronique et qui n'a pas de symptômes, qu'il faut qu'il prenne un traitement tous les jours, il sera forcément moins observant qu'un patient qui a des symptômes. La nature même de la pathologie peut influencer, comme la dépression. La gravité, on pensait que plus une maladie était grave, plus le patient allait être observant, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a une étude qui a montré que 33,3% des enfants traités pour une leucémie aiguë lymphoblastique sont non observants. Les déterminants liés au traitement. Donc évidemment, la forme galénique du médicament a l'influence sur l'observance. La taille des comprimés, si le comprimé est trop gros ou trop petit. Les qualités organoleptiques comme la couleur, on sait que ça influence sur l'observance, l'odeur, la palatabilité, c'est-à-dire la saveur et l'appétence du médicament. Les formes à libération prolongée, au contraire, elles favorisent l'observance parce que ça permet de réduire le nombre de prises et évidemment aussi l'association de principes actifs dans une même forme pharmaceutique. La posologie, la durée, la tolérance, la rapidité et l'efficacité, tout ça a un effet sur l'observance ou la non-observance du médicament. Et les déterminants liés au médecin, donc on s'est rendu compte, et toutes les études sont consensuelles, c'est le seul déterminant qui est vraiment consensuel, c'est la relation médecin-patient qui est le facteur prédictif, la qualité de la relation médecin-patient qui est le facteur prédictif de l'observance ou de la non-observance du médicament. Et on a montré qu'une relation de confiance, qu'il y avait une qualité de la communication, des informations qui sont données sur la maladie, sur son traitement, quand la décision médicale est partagée, que le patient adhère à son traitement et prend conscience de l'importance de prendre son traitement, c'est dans ce cas-là que l'observance médicamenteuse est la meilleure. Donc là, c'est un graphe qui représente quelques notions. Vous avez en ordonnée le niveau de pouvoir et de liberté du prescripteur et en abscisse, au contraire, le niveau de pouvoir et de liberté du patient. Donc, l'observance, en fait, c'est le niveau de pouvoir le plus élevé du médecin parce que le médecin prescrit et le patient, il doit observer le traitement et il doit prendre son traitement. L'adhésion, c'est une acceptation consentie, c'est-à-dire qu'il y a quand même une explication des raisons de la prescription et une acceptation par le patient. L'alliance thérapeutique qui arrive au milieu, à l'équilibre des pouvoirs, c'est un accord mutuel sur le traitement entre le médecin et le patient. Après, vous avez la compliance personnelle, c'est les traitements qui sont choisis par le patient parmi tous les médicaments qui sont prescrits.
Et l'extrême où le médecin n'intervient pas et où le patient est totalement libre, c'est l'automédication. Ça vous permet un peu de situer toutes ces notions, quoi. Les stratégies pour réduire la non-observance médicamenteuse. Donc, vous avez des outils d'aide à l'observance. Bon, il y a des fiches d'information qui sont faites sur les médicaments pour essayer d'informer les patients sur ces traitements, sur les effets indésirables, sur l'importance de prendre ce traitement. Il y a eu aussi des essais avec des appels téléphoniques ou des SMS de rappel pour prendre des médicaments. Bon, vous connaissez tous les emballages de rappel. Ça, c'est sur, vous avez la boîte de médicaments avec matin, midi, soir, et vous avez le pharmacien qui fait un gribouillis sur la boîte. Après, vous avez des outils électroniques comme des montres alarmes, des avertisseurs de poche, des logiciels, des pilules électroniques. Il y a même eu des blisters équipés d'une puce RFID, tout ça pour contrôler que l'observance, soit pour avertir le patient par une alarme sonore ou visuelle du moment où il faut qu'il prenne son traitement. Vous avez même de la vidéo, donc ça a été fait aux États-Unis par une chaîne de pharmacie de ville qui s'appelle Keres, et où le pharmacien se connecte par vidéo chez le patient pour vérifier qu'il prend bien ses médicaments. Donc, vous voyez, tout a été essayé dans le domaine, quoi. Et tout est toujours essayé. On a essayé aussi l'incitation financière, récompenser l'observance. Ça part du constat, il y a une étude mondiale en 2012, plus de la moitié des économies potentielles de santé révèlent de l'observance. Ça représente 269 milliards pour 186 pays qui ont été étudiés. Donc on s'est dit, vu le coût, pourquoi ne pas récompenser l'observance? Donc ça s'est fait beaucoup aux États-Unis. Vous avez, bon, ça va la récompense va de 5 $ par semaine pour les patients observants pour leur traitement pour la tuberculose, à 1 000 $ par semaine pour la désintoxication à la cocaïne. La moyenne, c'est 50 $ par semaine. Vous avez aussi une start-up californienne, MangoHealth, qui développe des applications téléphoniques sur mobile où, quand le patient est observant, il reçoit des points. Enfin, au fur et à mesure qu'à chaque prise de médicament, il reçoit des points et à la fin, il peut choisir des cadeaux. Cette récompense, elle est efficace. Elle améliore l'observance à 77%. Mais on s'est rendu compte que dès qu'on arrêtait les récompenses, l'observance, elle chutait et elle revenait au niveau initial, quoi. Donc, ce n'est pas très probant. Ensuite, il y a évidemment punir la non-observance, donc le déremboursement. Parce que pourquoi l'assurance maladie rembourse des médicaments qui ne sont pas pris par le patient et qui sont stockés dans les armoires à pharmacie pendant des mois jusqu'à péremption. Donc, ça a été tenté en France. Il y a eu un arrêté du 22 octobre 2013 qui conditionnait le remboursement des masques de ventilation pour pression positive continue. Donc, c'est les masques que porte le patient la nuit pour traiter l'apnée du sommeil, et conditionner ce remboursement à l'observance. Donc, il y avait une espèce de puce dans l'appareil qui permettait de vérifier que le patient était bien observant et que la nuit, il portait son masque. Mais par un arrêt du Conseil d'État du 14 février 2014, l'arrêté a été suspendu sur plainte d'associations de patients. Et donc, cette stratégie punitive, elle a été abandonnée pour l'instant en France. Et elle est non efficace de toute façon sur l'observance et elle provoque le plus souvent l'abandon pur et simple du traitement. Donc, ce n'est pas une piste qui a fait ses preuves. L'éducation thérapeutique du patient, donc, elle a été introduite dans la législation française par la loi du 21 juillet 2009. C'est la loi HPST portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire. C'est la loi Bachelot. Elle a été codifiée dans le Code de la santé publique. Donc, elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit. Donc, c'est des programmes d'éducation thérapeutique. Donc, c'est quand même lourd parce il y a eu un arrêté du 14 janvier 2015 qui précise les choses. Et il y a un cahier des charges et il y a un dossier de demande à composer et il faut demander l'autorisation. Et à chaque renouvellement, tous les 4 ans, il faut demander l'autorisation à l'ARS pour le programme d'éducation thérapeutique. Et l'autorisation est renouvelée tous les 4 ans avec à chaque fois constitution d'un dossier. Donc, par exemple, pour vous montrer les résultats de l'éducation thérapeutique du patient, vous avez eu un programme d'ETP qui a été mené sur des patients traités pour hépatite chronique virale C.
Avant la première séance d'éducation thérapeutique, 65% des patients ne savaient pas ou vaguement répondre aux questions d'évaluation de leurs connaissances sur leur maladie et leur traitement. Donc 65%, ils ne connaissaient pas bien leur maladie et leur traitement. Et après un minimum de 4 séances d'éducation thérapeutique, 76% des patients donnent une réponse précise aux questions et 90,6% des patients sont observants par rapport à leur traitement. Donc, l'éducation thérapeutique du patient, c'est quelque chose qui a vraiment fait ses preuves pour améliorer l'observance médicamenteuse. Mais il y a eu un bilan de rapport, il y a eu un bilan qui a été fait par l'Académie nationale de médecine dans un rapport et qui a constaté qu'en France, elle était réservée à un trop petit nombre de patients, que les moyens étaient insuffisants. L'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité de sa pratique, c'est à l'hôpital ou en clinique, et que c'était très peu intégré dans la pratique médicale en ville. Donc, c'est vraiment trop limité. Ce n'est pas une solution. Enfin, l'éducation thérapeutique, telle qu'elle est conçue, elle est beaucoup trop lourde pour être faite à grande échelle. Donc maintenant, on va aborder l'observance médicamenteuse et son lien avec la relation médecin-patient. Et donc la première sous-partie, la non-observance médicamenteuse ou l'échec du patient objet de soins. Donc classiquement, la relation médecin-patient traditionnelle, elle est sur un mode paternaliste. Vous avez une dissymétrie entre le médecin et le patient. Donc ça, c'est vraiment la relation médecin-patient traditionnelle telle qu'elle se pratique depuis des siècles. Donc le malade, il est en état de faiblesse de par sa maladie, son ignorance sur son traitement, sur la maladie, et le médecin le soutient, le protège et le décharge de toute responsabilité de décision. C'est le principe de bienfaisance et c'est le principe qui a guidé pendant des siècles la médecine. Donc le patient devait faire une confiance totale et aveugle en son médecin. Le patient, c'était vraiment un objet de soin et la médecine était centrée sur la maladie. Le paternalisme, il suppose qu'il y a des valeurs ou des idéaux supérieurs au prix que l'on peut attacher à l'autonomie de la personne. L'autonomie de la personne, ce n'est pas du tout quelque chose qui était pris en compte. Et ce paternalisme bienfaisant peut aller jusqu'à une rétention d'informations si celle-ci est jugée trop douloureuse pour protéger le patient. On ne lui dit pas tout. La recherche d'un consentement, ça apparaît contraire au principe de bienfaisance, voire même comme une malfaisance, c'est-à-dire un refus de l'engagement moral, une fuite de responsabilité. On n'a pas à associer le patient aux décisions, on n'a pas à lui demander son consentement, c'est au médecin de prendre les décisions à la place du patient parce que le patient n'est pas en état de les prendre. Donc, toute cette tradition de paternalisme, on la retrouve dans le vocabulaire médical courant, qui est révélateur de cette relation paternaliste et autoritaire, enfin, cette tradition, avec les mots comme ordonnance, prescription, même l'observance, l'autorité médicale, le patient, c'est celui qui endure, qui supporte, etc. Donc, le médecin ordonne et le patient obéit. Et l'ordonnance médicale, elle tient lieu de commandement divin qu'il y a lieu d'observer. Donc, même le terme d'observance est un peu issu c'est un peu religieux, c'est un peu c'est des règles d'observance. Et la non-observance médicamenteuse, pendant ces siècles-là, elle a été considérée comme étant imputable uniquement aux patients. Donc Hippocrate, encore lui, explique que la mauvaise observance par le patient des prescriptions du médecin est due à une motivation insuffisante du premier, donc du patient, bien sûr, qui ignore sa maladie, ses causes, son pronostic, et qu'il est plus rare au médecin de prescrire de mauvais traitements qu'au malade de violer les ordonnances, car le médecin est sain de corps et d'esprit. Voilà, ça vous donne un peu le contexte. Bon, longtemps, l'art de soigner, il a été confondu avec une fonction religieuse. Souvent, c'était les prêtres et les curés qui étaient médecins. Et ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le médecin commence vraiment à s'affirmer et que le confesseur perd sa place au profit du médecin. J'ai repris la devise du chirurgien Ambroise Paré, donc qui est considéré comme le père de la chirurgie moderne. Et c'est guérir quelquefois, soulager souvent et consoler toujours. Donc, ça donne, c'est assez révélateur de l'état d'esprit de l'époque.
Après la Seconde Guerre mondiale, la médecine française, aux certitudes, elle a eu ses certitudes et l'autorité renforcée par les progrès de la science, et elle va intensifier cette logique paternaliste. Donc le paternalisme est encore très récent. Donc là, encore une citation, parce que les citations, je trouve que c'est très parlant, très révélateur. Louis Porte, qui était le président du Conseil national de l'Ordre des médecins de 1943 à 1949, a fait un discours en 1950 devant l'Académie des sciences morales et politiques. Donc ça, c'est un extrait de son discours. Face aux patients inertes et passifs, le médecin n'a en aucune manière le sentiment d'avoir affaire à un être libre, à un égal, à un père qui puisse instruire véritablement. Tout patient est et doit être pour lui comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper, un enfant à consoler, non pas à abuser, un enfant à sauver ou simplement à guérir. Le patient, à en aucun moment ne connaissant au sens du terme, je n'arrive pas à lire, vraiment sa misère, ne peut vraiment consentir ce qui lui est affirmé ni à ce qui lui est proposé, si du moins nous donnons au mot consentement sa signification habituelle d'acquiescement averti, raisonné, lucide et libre. Enfin, vous voyez, donc c'était en 1950, hein, donc c'est quand même, c'est un discours qui aujourd'hui peut, enfin j'espère, peut nous choquer, mais c'était en 1950, c'est vraiment très récent, quoi. C'était hier. Et c'était par le président du Conseil de l'Ordre des médecins qui était censé, enfin qui représente la profession et qui lui donne son orientation. Donc évidemment, toutes les études ont démontré que la non-observance médicamenteuse est associée à un manque d'informations sur la maladie et sur le traitement, à une asymétrie ressentie de la relation, un sentiment de ne pas avoir été impliqué dans le choix du traitement, une consultation trop rapide. Quand on regarde, ça c'est aussi des données récentes qui sont issues d'études. Donc la durée moyenne de la primo-prescription d'un médicament, elle est de, je ne vois pas combien de secondes, mais c'est très faible. Et les patients ne retiennent en moyenne que 50% des informations qui sont délivrées par leur médecin. Donc 50% de quelques secondes, on voit ce qui reste quoi, comme information. 50% des diabétiques non insulinodépendants ne connaissent pas le nom de leur médicament et 70% ne connaissent pas leur indication. 36,5% des patients estiment avoir reçu de l'information sur leur médicament. 72% des internes en médecine estiment que l'université ne les prépare pas à la relation avec le patient. Donc la non-observance médicamenteuse, en fait, elle peut être analysée par une revanche qui est plus ou moins consciente du patient, une espèce de vengeance déguisée, enfin un message déguisé adressé à son patient pour protester contre l'infantilisation subie lors d'une consultation médicale conduite sur un mode paternaliste. Donc, à travers la non-observance médicamenteuse, le patient revendique plus d'informations, plus d'autonomie et de ne plus être qu'un objet de soin, mais aussi un sujet de droit. Donc, tout ça, toutes les études l'ont prouvé, quoi. Plus le patient est informé, plus il est associé au choix du traitement, plus il y a d'informations et plus il sera observant. Plus il sera considéré comme, plus on le prépare à l'autonomie, lui expliquer pourquoi. Parce qu'une maladie chronique, c'est quand même prendre un médicament toute sa vie. C'est une modification complète de son quotidien. Il faut intégrer un nouveau comportement qui est de prendre un médicament. Donc, ça demande vraiment un accompagnement et une autonomisation du patient. Donc, la réussite du patient sujet de droit, au contraire, pour l'observance médicamenteuse. Donc, pendant des siècles, la médecine et le droit, c'est deux disciplines qui sont à peu près aussi anciennes que l'humanité. Et pendant des siècles, ce sont des disciplines qui ont évolué parallèlement, sans jamais se préoccuper l'une de l'autre, en quelque sorte. En droit, on considère, enfin, le médecin est doté, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il est doté d'un ce qu'on appelle en droit un pouvoir exorbitant de droit commun, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis aux règles du droit commun. Un médecin, il a le droit de porter atteinte à votre intégrité physique, il a le droit de vous demander de vous déshabiller, enfin, il n'est pas soumis aux règles
de droit usuel, quoi. Et donc, le juge, pendant des siècles et jusqu'à présent, considère que le médecin n'a pas à être soumis aux règles du droit commun. Bon, c'est quelque chose qui commence à être remis en question. Je pense, par exemple, au mouvement des patients contre ce qui est appelé les violences obstétricales. Certains actes médicaux, la pertinence de certains actes médicaux sont remis en question, quoi. Et on essaye de rendre judiciarisables certains actes médicaux, quoi. Donc, c'est une remise en question du pouvoir exorbitant du droit commun qui a été pendant des siècles, qui est toujours maintenant, la règle en droit, quoi, par rapport aux actes médicaux. Le 20 mai 1936, il y a un arrêt qui est célèbre, qui est l'arrêt Mercier, qui est rendu par la Cour de cassation. Et c'est l'arrêt qui a vraiment instauré une responsabilité de nature contractuelle dans le domaine médical. C'est-à-dire que c'est l'arrêt qui a, pour la première fois, qui a considéré qu'il y avait un contrat tacite qui se faisait entre le médecin et le patient, qu'il y avait une obligation de moyens par le médecin. Et c'est un arrêt qui a permis de faire reconnaître la faute d'un praticien lorsqu'un dommage est subi par un patient dans le cadre d'un acte médical. Donc, vous voyez, pendant des siècles, il n'y a rien eu. C'est qu'à partir de 1936 que la responsabilité médicale a été mise en question dans un dommage par le droit. Et dans cet arrêt, il y a tout, parce qu'il y a aussi l'obligation pour le médecin de donner des soins consciencieux et attentifs et conformes aux données acquises de la science. Donc cet arrêt est vraiment, c'est le début du droit médical, quoi. Ensuite, le droit médical, c'était un droit prétorien, c'est-à-dire que c'est la jurisprudence qui, au fur et à mesure, a enrichi ce droit du patient. C'est tous les arrêts qui ont été rendus, jusqu'à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système santé, donc c'est la loi Kouchner, qui a été la première loi à parler de droits des malades. Donc vous voyez, pendant des siècles, il n'y a rien eu, et jusqu'en 1936, pour un arrêt rendu par la Cour de cassation, et la première loi, elle a été en 2002. Donc c'est vraiment très, très récent. Comme je vous l'ai dit, tout ce droit prétorien, là, c'est jurisprudence judiciaire et administrative. Après l'arrêt Mercier, elles ont au fur et à mesure enrichi l'obligation d'information qui a été renforcée, le droit à la réparation des fautes médicales, le consentement éclairé. Enfin, toutes les règles ont été posées par des arrêts rendus soit par la Cour de cassation, soit par le Conseil d'État. Et c'est toute cette jurisprudence qui, progressivement, a enrichi le droit du patient. La loi du 4 mars 2002, donc la loi Kouchner, elle a vraiment, pour la première fois, formalisé les droits individuels et collectifs des patients. Et là, l'usager est devenu un acteur incontournable du système de santé, dans lequel il est susceptible d'intervenir directement ou par l'intermédiaire de ses représentants. Donc, c'est depuis cette loi qu'il y a des représentants des usagers qui interviennent à tous les niveaux du système de santé et qui siègent dans différentes instances au niveau national, régional ou dans les établissements de santé. Et cette loi, elle a posé un principe, c'est le principe de la démocratie sanitaire. Donc, c'est justement de prendre en compte l'avis du patient dans la prise de décision qui concerne le système de santé. Il y a même un institut, l'Institut pour la démocratie sanitaire, qui a été créé en mai 2015. Et ses objectifs sont justement de renforcer l'implication des usagers et des citoyens, donner un nouvel élan et amplifier la voix des citoyens dans la relation de soins. Donc, ils interviennent dans la relation de soins et dans l'évolution du système de santé. Ensuite, vous avez une deuxième loi qui est la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Donc, c'est une loi qui ne porte pas le nom de droit du patient ou droit des usagers, mais il y a de très nombreux articles de cette loi qui concernent justement et qui renforcent les droits individuels du patient, et qui renforcent encore son droit à l'information, son accès au dossier médical, et aussi les droits collectifs. Donc, encore la démocratie sanitaire qui est renforcée et réaffirmée.
et le droit à l'indemnisation avec, pour la première fois, la possibilité pour les patients de mener des actions de groupe. Donc, toutes ces lois, toute cette jurisprudence ont vraiment eu pour objectif de créer un contre-pouvoir du patient au pouvoir médical, de renforcer, de rééquilibrer la relation médecin-patient. Donc, on est parti c'est pour ça que c'est un véritable bouleversement et c'est une véritable révolution silencieuse qui est en cours. Elle n'est pas finie, hein, elle est toujours en cours et c'est une révolution qui ne reviendra pas en arrière parce que c'est l'évolution de la société, mais c'est aussi l'évolution du droit. Donc, on est parti d'un patient, de paternalisme avec un patient qui était totalement objet de soins. Ensuite, un équilibre, une collaboration avec un patient sujet de droit et acteur de sa santé. Donc, un rééquilibrage de la relation médecin-patient. Ensuite, on a un patient autonome et formé pour devenir son propre médecin. Donc, c'est le principe de l'éducation thérapeutique du patient, c'est que vous le formez, le patient, à être totalement autonome. Par exemple, un patient diabétique, il va apprendre à prendre sa glycémie, à régler sa dose d'insuline en fonction de sa glycémie. Enfin, il va vraiment apprendre à être autonome, quoi. Et le stade auquel on est maintenant en train d'arriver, c'est le patient expert. Donc, vous avez une université des patients qui a été fondée à Paris, à la Sorbonne, en 2010, et qui a été fondée en 2010 et qui vise à concevoir des parcours diplômants à l'intention des personnes atteintes d'une maladie. Et à ce jour, plus de 200 patients ont été diplômés. Donc, les patients experts ont un rôle à jouer à tous les niveaux de la recherche et de la prise en charge médicale et sociale. Donc ça, là, ce que je vous lis, c'est extrait de la plaquette de la formation, en fait. Sans oublier l'accompagnement des malades dans leur parcours de santé et leur trajectoire de vie. Ils sont un lien, des intermédiaires fiables qui vivent la maladie et la connaissent de l'intérieur. Ils sont capables de traduire et porter les aspirations des malades et de leurs proches qui ne sont pas nécessairement celles des médecins. Ce qui est dit dans la plaquette de la formation. Donc, c'est vraiment ces patients experts-là. En fait, ça aussi, c'est issu d'une formation de patients experts. Donc, vous avez le patient passif qui évolue en patient expert. Donc, le patient expert, en fait, c'est des patients qui ont une maladie chronique et on estime que c'est le savoir expérientiel, c'est-à-dire qu'ils connaissent la maladie mieux que le médecin. Et donc, ils peuvent intervenir pour accompagner d'autres patients qui rentrent dans cette maladie chronique et qui peuvent aussi être des interlocuteurs pour donc des intervenants. Donc c'est les stades d'après, des patients intervenants qui interviennent dans des associations de patients, qui interviennent dans des ils organisent des conférences, ils organisent tout ça et ils deviennent aussi formateurs en intervenant dans les facultés de médecine. Donc, c'est en train de se développer très rapidement. Et il y a d'autres universités qui commencent à faire aussi des formations de patients experts. Donc, on voit vraiment l'évolution en cours et vraiment le bouleversement de la relation médecin-patient. On est parti d'une relation totalement dissymétrique pour ensuite un équilibrage. Et puis maintenant, c'est une évolution, quoi. Donc, l'émancipation par le droit du patient devenu autonome et acteur de sa propre santé, c'est une chance pour l'observance médicamenteuse. Ça, c'est évident, puisque c'est en soutenant le patient, le rendant autonome, en lui transférant un savoir-faire thérapeutique que l'on aide au mieux ce patient à être un acteur de sa propre santé et donc à être observant. L'observance médicamenteuse, elle nécessite une motivation qui ne peut se prescrire ou être imposée. En conclusion, j'ai essayé d'aller vite, j'espère que je n'ai pas été trop vite. L'avènement du patient contemporain tend à une remise en cause des frontières du savoir entre le médecin et le malade et valorise une expertise profane basée sur des savoirs liés à l'expérience de la maladie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle maintenant le savoir expérientiel, c'est le savoir lié au fait que le patient vit lui-même sa maladie chronique. Et donc, il peut former d'autres patients ou même des médecins sur cette maladie. Cette transformation du patient en usager du système de santé n'est pas achevée et le défi consistant à dépasser le cadre législatif et à faire changer les mentalités et les pratiques sur le terrain est toujours présent. Parce qu'on le sait très bien, la relation médecin-patient,
même si elle est dans le droit équilibré, dans la pratique, elle ne l'est pas encore totalement. Non pas de la faute des médecins, parce que déjà, il faut être formé à la relation médecin-patient, je pense, c'est ce qui n'est pas encore le cas. Ça commence à venir, mais ce n'est pas encore le cas dans toutes les facultés de médecine. Et il faut aussi, ça prend beaucoup de temps de vraiment, il faut avoir le temps de pouvoir informer sur la maladie, sur le traitement, un peu coacher le patient, l'accompagner, prendre en compte toutes les, enfin, tout ce qui gravite autour de lui pour l'aider à guérir et enfin, au moins à prendre ses médicaments. Donc le danger de tout ça, c'est une dérive consumériste, parce que, bon, ça on le sait aussi très bien, le patient devenu usager, il peut devenir client, libre de ses choix, et comme un consommateur, consulter plusieurs médecins différents pour bénéficier d'un traitement ou d'un soin que d'autres praticiens lui refusent. Choisir son médecin ou son hôpital en fonction de leur réputation sur Internet ou de leur classement dans un palmarès publié par un magazine. Donc c'est un peu du tourisme médical qui transformerait la relation de soins en une relation de consommation classique, ce qui n'est pas du tout souhaitable, évidemment. Il y a aussi le fait qu'on ne peut revendiquer des droits sans consentir à des obligations. Ça a été prévu dans la loi de 2002, puisqu'il y a un article qui est paru, qui est passé totalement inaperçu. Bon, c'est vrai que c'est le seul article consacré à la responsabilité des patients. On le retrouve dans l'article L 1111-1 du Code de la santé publique. Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. C'est-à-dire qu'on avait déjà pressenti le danger d'une dérive consumériste et on voulait préserver l'équilibre de l'assurance maladie. Parce que si les patients consultent plein de médecins, évidemment, ça pose problème. Autre chose, c'est que est-ce qu'on pourrait aller aussi vers une obligation d'observance médicamenteuse? Et ça ne serait pas surprenant qu'un jour, cette observance médicamenteuse soit exigée par le juge d'une victime d'un dommage corporel lorsqu'elle souhaite obtenir l'indemnisation de son entier préjudice. C'est quelque chose, c'est une pratique qui est courante dans les droits anglo-américains, mais cette obligation de modération du préjudice par la victime elle-même, enfin cette obligation de modération du préjudice par la victime elle-même est pour le moment peu présente en droit français. C'est-à-dire vous porteriez plainte contre un médecin pour un dommage subi, mais vous demanderiez réparation, enfin indemnisation, et vous aurez moins d'indemnisation parce que vous n'avez pas été observant par rapport au traitement qui a été prescrit. Il y a eu un pourvoi, enfin le Conseil d'État a rendu un arrêt en 2013 où il considérait qu'un patient qui n'avait pas réduit sa consommation d'alcool malgré une cirrhose liée à une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C avait concouru à la production de son propre dommage et qu'à ce titre, son indemnisation devait être réduite. Bon, ça, c'est le cas avec la consommation d'alcool et la cirrhose, mais il ne serait pas étonnant qu'un jour, ça puisse... qu'une telle décision puisse être prise pour un problème de non-observance médicamenteuse. Encore une citation, cette fois-ci pour conclure, de Maurice Tubiana. La naissance de la médecine a été clinique, sa période de gloire a été et est encore scientifique, et son futur sera social et humain. Voilà, donc c'est une conclusion un peu générale. Voilà.